il faut réfléchir aussi sur ces enjeux actuels pour comprendre les mobilités transnationales, c'est-à-dire toujours insérer cette question des mobilités dans des contextes culturels, économiques changeants. Et c'est ça un point important. Et quel est ce contexte sociétal spécifique aujourd'hui? Je n'ai juste mis trois éléments, trois petits éléments qui pour moi sont majeurs. L'urbanisation. Tout à l'heure, quand on a travaillé sur les migrations, on a surtout réfléchi aux échelles nationales. Je pense qu'il faut aussi réfléchir au niveau d'échelle urbaine. C'est les villes qui attirent les migrants. Ce ne sont pas n'importe quel type d'espace, ce sont les villes. Donc travailler au niveau des villes, ça me semble un point très important. Merci. Ça va? Tout le monde m'entend? Non. Oui. Deuxième point, la touristification généralisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les mobilités se font dans un contexte où le monde entier est touristique. Il y a une touristification au sens où de plus en plus de lieux sont devenus touristiques et on pourrait dire qu'il y a un regard touristique généralisé sur le monde entier. Tout et n'importe quoi est touristique ou potentiellement touristique, et c'est ça qui joue un rôle très important dans les mobilités transnationales. Et puis bien sûr, ce qu'on appelle parfois la révolution numérique, là aussi, c'est une contrainte technologique qui a des liens avec les mobilités transnationales. Voilà très brièvement cette question des contextes qu'on pourrait approfondir beaucoup. Peut-être j'y reviendrai dessus là, un petit peu à la fin, notamment en termes d'accessibilité. Qui dit mobilité travaille sur les conditions d'accessibilité qui nous semblent centrales. Donc je vais travailler sur trois écueils de compréhension que vous allez rencontrer dans votre travail. D'abord, la question de la catégorie. C'est quoi migration, c'est quoi tourisme comme étant une catégorie politique? Je vais essayer d'expliciter ça. Le deuxième, c'est statistique. Vous allez sans cesse avoir à dire quelque chose sur le nombre, combien de touristes il y a ici, combien de migrants là, etc. Donc il y a des enjeux de la quantification. Et c'est plus compliqué que dans les études migratoires, les statistiques sont encore moins robustes. Donc je vais essayer d'expliciter ça. Et puis une question d'ordre conceptuel, au sens où vous avez déjà réfléchi ce matin sur ces questions de la migration. C'est quoi migration par rapport à mobilité, par rapport à circulation, par rapport au voyage? Il y a plein de mots qui existent et qui sont pas très faciles à maîtriser, d'autant plus qu'il y a des écoles très différentes. Bon. Je vais essayer de dire 2-3 mots sur ces éléments, sur ces enjeux conceptuels. Alors juste si vous avez envie d'approfondir ça, j'ai participé à 2 ouvrages récemment, un sur lequel je suis assez fier, mais c'était assez difficile, un travail sur, donc je suis géographe, un travail avec des sociologues et des anthropologues sur les notions de migration, circulation, mobilité. Il y a pas mal de conflits où j'ai compris qu'en fait les disciplines ont un sens. Et le travail, l'idéal post-disciplinaire, en fait, il n'est pas très facile à mettre en place. Et donc là, vous trouvez par exemple toute une réflexion sur la manière dont le terme migration a évolué depuis les années 60, le sens du terme dans les différentes disciplines, alors géographie, anthropologie, démographie, sociologie, et comment aujourd'hui, dans un contexte qu'on appelle parfois dans le monde scientifique le mobility's turn, le tournant mobilitaire, où il y a un nouveau champ scientifique qui est en émergence, qu'on appelle parfois les mobility studies. Comment ça se reconfigure aujourd'hui. Et puis ici, vous trouvez par exemple un travail aussi sur les statistiques, comment c'est produit. Donc je vais en parler aujourd'hui, mais si vous avez envie d'approfondir, vous trouverez des éléments ici sur ces catégories, et ces statistiques, et le sens surtout qu'on peut donner à ces statistiques qui existent.
Alors, je retrouvais, parce que ça m'a taraudé pendant très longtemps, mais comment, à une échelle mondiale, on définit le terme tourisme et pourquoi on a fait des choix un petit peu bizarres. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé des éléments dans les années 20, dans les années 30, où on a commencé à se poser la question, mais c'est quoi le tourisme par rapport à la migration ? Et c'est ici que, dans un bulletin statistique de 1936, j'ai trouvé des éléments. Donc j'ai un problème de micro. Alors c'est peut-être ça, non ? C'est peut-être plutôt ça. Bon, si j'enlève ça. En tout cas, oui. Alors, j'ai trouvé des éléments où justement on a commencé à se poser la question comment les États pouvaient d'abord, donc c'est une question, les États ont toujours un problème, hein, c'est le contrôle des mobilités. Hein. Et donc, du coup, la question c'est, mais comment on contrôle ça, comment on peut comptabiliser ça? Et c'est dans les années 20-30 qu'on a commencé à dire comment il fallait mettre en place des statistiques au niveau mondial, et pas seulement pour un État. Pour pouvoir quantifier tout ça. Et donc, pour pouvoir quantifier, il faut bien sûr catégoriser. Et c'est là qu'on a commencé à inventer deux notions, mais qui sont structurantes jusqu'à aujourd'hui, c'est tourisme et migration. Il n'y a pas d'autres notions, en fait, pour travailler sur les mobilités transnationales. Il y a juste deux notions, migration, tourisme. Tout le reste n'existe pas. Et c'est un petit peu, vous voyez tout de suite, un petit peu restrictif, bien sûr, hein, par rapport à toute la richesse, toute la variété de mouvements qu'il peut y avoir. Avoir seulement deux grandes catégories, c'est un petit peu restrictif. Et donc je vous donne la définition aujourd'hui officielle, puisque comme pour la migration, il y a une définition standardisée du tourisme. Et donc, c'est la définition suivante des voyages. Donc, tourisme, c'est voyage qui conduisent un voyageur en dehors de son environnement habituel pour une période inférieure d'une année et pour un motif principal autre que celui d'être employé par une entité résidente dans le lieu visité. Les individus, au moment où ils effectuent ces voyages, sont appelés visiteurs. Alors, il y a beaucoup de choses dedans. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures des implications. Pendant très longtemps, on s'est par exemple posé la question, mais c'est quoi l'environnement habituel? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Donc, il y a pas mal de débats autour de ça. En revanche, ce que je voudrais vous montrer, ce que ça implique, et ça aussi, ça vient de l'OMT, donc l'Organisation mondiale du tourisme, hein, qui organise toutes ces définitions et ensuite aussi la standardisation de la quantification. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce terme? Et là, vous voyez toute une liste hein, qui vient de l'OMT aussi, et vous voyez comment, sous le terme tourisme, on englobe, on subsume en fait des mobilités très différentes. Bon, là, c'est un truc classique, loisir, détente, vacances. Tout le monde connaît ça. En fait, si je vous dis tourisme, c'est ça qui vous vient. En revanche, visite des parents et amis, déjà, on peut discuter. Est-ce que si vous vous rendez chez vos parents, est-ce que ce n'est pas une obligation plutôt que par libre choix? Ça peut être du boulot, hein, visiter les parents. Pareil, éducation, formation. Hein, les étudiants, par exemple, hein, s'ils restent moins d'un an dans un pays, ce sont des touristes officiellement. Pareil. Hein, vous voyez, il y a un enjeu autour de ces catégories. Santé, soins médicaux. Ce qu'on appelle parfois aujourd'hui le tourisme médical. Hein, le fait, par exemple, simplement pour des Suisses, d'aller se faire soigner, parce que c'est tellement cher les soins, d'aller se soigner en France, à Pontarlier. Hein, ils franchissent la frontière. Le dentiste, c'est, je ne sais pas, 4 fois moins cher. Donc voilà. Donc là, vous seriez hein, dans ces statistiques internationales sur le tourisme, alors que c'est juste pour soigner vos dents. Religion, pareil.
Religion, pèlerinage, parfois on appelle ça tourisme religieux. La même chose, on peut bien sûr toujours discuter, alors est-ce qu'il n'y a pas des articulations entre pèlerinage et tourisme, mais juste pour une idée de ce que cette catégorie englobante contient, shopping. Hein, pareil, les Suisses sont fameux pour le shopping, c'est-à-dire que puisque tout est moins cher en France, hein, il y a une espèce de passage transfrontalier, on va à Pontarlier ou on va à Évian pour faire nos courses. C'est même un business model de ces hypermarchés, Carrefour, etc. Shopping. Alors, est-ce qu'on est touriste? On apparaît dans les statistiques. Ou, je ne sais pas, vous pouvez aller à Genève aussi, peut-être pour la journée, pour aller voir un musée ou des choses comme ça. Vous êtes dedans. Transit, donc c'est-à-dire que vous traversez un pays. C'est pour ça que parfois je soupçonne que les chiffres qu'on donne pour le tourisme international en France sont un petit peu gonflés. Parce que tous les Néerlandais qui passent et qui vont en Espagne sont comptabilisés. Et puis autres. Et donc là, vous voyez comment c'est structuré, hein, cette catégorie tourisme. C'est voyage personnel et affaires et motifs professionnels. Donc tout ce qu'on appelle les voyages d'affaires ou parfois tourisme d'affaires est aussi, fait aussi partie de cette catégorie tourisme. C'est-à-dire que si vous allez à Shanghai signer un contrat, voilà, ben vous êtes dedans, puisque vous n'êtes pas un migrant, puisque vous n'allez pas travailler à Shanghai avec un contrat local, alors vous êtes ici dans un voyage d'affaires. Donc vous voyez comment cette catégorie tourisme international est structurée. C'est-à-dire voyage personnel, et là vous avez tout ça, et affaires et motifs professionnels sont aussi compris. Donc si vous travaillez avec vos élèves en disant que oui, c'est le tourisme international et tout le monde a en tête seulement les vacances, eh bien là, justement, on se trompe, hein, on est à côté de la plaque. C'est pour ça que ça, pour moi, c'est un écueil pour la compréhension de ce qui se passe actuellement dans les mobilités transnationales. Vous avez un deuxième élément structurant, c'est durer moins d'une année. Parce que c'est là, justement, la distinction qui est effectuée entre migration et tourisme. Moins d'une année, plus d'une année. Voilà. Donc vous voyez comment c'est un standard au niveau mondial. C'est comme avec les migrations, c'est un standard au niveau mondial. Et c'est comme ça que cette catégorie est structurée. Alors, on pourrait aller dans le détail, ce que l'Organisation mondiale du tourisme affine comme catégorie pour ensuite quantifier. Alors on appelle tourisme interne, par exemple les Français partent en France en vacances. Le tourisme récepteur, c'est quand en France on compte les fameux 87 millions d'arrivées touristiques internationales. Le tourisme émetteur, c'est quand les Français partent en vacances. Tourisme intérieur, c'est quand on additionne les Français qui partent en vacances en France et les étrangers qui viennent faire du tourisme en France. Et puis, tourisme national, c'est tous les comportements des Français en termes de vacances, c'est-à-dire qui partent ou bien qui restent en France. Donc, vous avez dans cette catégorie, en fait, des enjeux politiques, puisque vous travaillez avec une distinction simple, migration-tourisme. Hein, donc c'est un petit peu une vision simpliste de toute la variété des mobilités transnationales. Vous avez aussi ce que j'appellerais un risque de nationalisme méthodologique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, simplement pour dire qu'on naturalise l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'on fait comme s'il n'y avait que des États à travers lesquels il y aurait des mobilités. Or, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, souvent ce n'est pas l'État qui compte, mais c'est la ville qui compte, hein, c'est l'échelle locale qui compte. Les gens ne vont peut-être pas en Suisse en vacances, mais ils vont à Saint-Moritz ou Davos ou n'importe quoi. Hein. Donc c'est être très vigilant par rapport au niveau d'échelle qu'on utilise et ne pas naturaliser l'échelle nationale. Alors c'est très
difficile en France, parce que c'est une espèce d'échelle naturelle du raisonnement. Mais essayer de travailler aussi au niveau régional, c'est possible. Au niveau local, c'est possible aussi. Et pour moi, c'est un enjeu très important de ne pas seulement toujours raisonner au niveau étatique, mais de faire varier les niveaux d'échelle. Et je pense qu'en géographie, on est assez bien équipé pour faire ça. Mais puisque les données existent souvent au seul niveau étatique, on a un peu de mal à aller au-delà, hein, mais c'est possible. Et puis, ce qui est très important, c'est que cette distinction simple, migration-tourisme, a aussi des conséquences sur ce qu'on appelle parfois dans la littérature un régime des mobilités, c'est-à-dire l'ensemble des régulations des mobilités transnationales qui reposent sur cette distinction. Il y a, les migrants ont un certain régime juridique sous lequel ils se meuvent, et d'ailleurs ce matin on a entendu comment ça fonctionne. Et les touristes sont sous un autre régime, et donc c'est ça qui structure les statuts légaux aussi des personnes qui sont mobiles. Une deuxième conséquence, un deuxième problème, je viens de le dire, je l'ai esquissé tout à l'heure, c'est que le terme tourisme devient tout comme le terme migration d'ailleurs, hein, devient une catégorie englobante qui est en fait très peu précise et qui, par rapport à la variété des mobilités transnationales, est un petit peu du coup réducteur. Hein, par exemple, on fait comme si le voyage d'affaires est équivalent à un voyage de vacances, etc. Hein, donc vous avez beaucoup de mal à faire comprendre à vos élèves cette diversité des mobilités transnationales. Alors, une fois que nous avons réfléchi sur cette question de la catégorie, il y a un autre enjeu, c'est celui de la quantification. Et je dis à dessein quantification et non pas mesure. Il y a un magnifique travail d'un statisticien, sociologue, Alain Desrosières, qui justement insiste sur ce fait qu'en sciences sociales, on quantifie, parce que sans cesse, les nombres qu'on produit, hein, la mise en nombre, est dépendante de catégories, mais aussi dépendante des méthodes d'enquête. Hein, je vais tout à l'heure vous donner un exemple comment pour le tourisme international, pour les mobilités transnationales, on est obligé de mettre en place des enquêtes. On ne peut pas faire comme les études migratoires, avoir accès à des recensements, des choses comme ça. Et donc, c'est la question de la mise en nombre qui est centrale. Donc, Alain Desrosières dit la chose suivante, l'idée de mesure, inspirée des sciences de la nature, implique que quelque chose existe déjà sous une forme mesurable, selon une méthodologie réaliste. Le verbe quantifier suppose que ce soit élaboré et explicité une série de conventions d'équivalence préalable impliquant des comparaisons, des négociations, des compromis, des traductions, des inscriptions, des codages, des procédures codifiées et repliables et des calculs conduisant à la mise en nombre. Donc le point clé, c'est de dire qu'il n'y a pas de mesure en sciences sociales, il y a des quantifications. Il y a sans cesse des procédures qu'on est obligé de mettre en place, sinon il n'y a pas de mise en nombre. Et pour le tourisme international, justement, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, comment on quantifie dans le cas du tourisme international? En fait, on mesure, d'ailleurs, tout comme pour les migrations, on a vu ça ce matin, des stocks et non pas des flux. Donc toutes les données que vous allez consulter, ce sont des stocks sur le nombre d'arrivées. Le nombre d'arrivées.